L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler musique avec Yael Mendel et Eric Francavilla. J'ai essayé de le dire à l'italienne. Bien. Bonjour à tous les deux. Alors, vous n'êtes pas italien, en tout cas, bonjour. Vous vivez ici, chez nous, dans la région grenobloise, et on va parler avec vous au cours de cette émission de cet album, Résilience. Et puis, vous m'avez même préparé un petit live, un extrait de cet album en live pour finir ce Si on parlait. Avec nous également un colonel de gendarmerie, attention, on se tient bien, Rémi Nollet, bonjour. Bonjour. Bienvenue également, ancien commandant de la compagnie de gendarmes de Mélan. Alors ça peut être trompeur, la compagnie de gendarmerie de Mélan, ça concerne un territoire un peu plus large que simplement la commune de Mélan. Tout à fait, c'est plus de 200 gendarmes sur 12 casernes avec la Chartreuse, une partie de la plus de Vorep avec la brigade de Vorep et de Saint-Égrève, et puis toute la vallée du Grésivaudan jusqu'à Pontcharrat, Alvar, en passant donc par Mélan, Saint-Imier, Domaine, Villers-Bonneau. Bon, grosse responsabilité donc, quand on règne sur les gendarmes d'un territoire comme celui-là. Vous avez quitté l'Isère il y a quelques années pour une autre affectation, mais vous revenez aujourd'hui nous parler de ce livre qui vient de sortir aux éditions du Rocher, Face à la mort, le témoignage inédit d'un gendarme. C'est le sous-titre de cet ouvrage. Souvent, les policiers ou les gendarmes se servent de leur expérience personnelle pour écrire des polars. Là, c'est pas le cas. Hein. Alors, c'est pas du tout un polar, effectivement. C'est un livre de témoignages qui est composé de récits dont le fil rouge est la confrontation des gendarmes à la mort, puisque j'ai eu envie de témoigner de cet aspect un peu méconnu de notre métier. Méconnu et en même temps très quotidien, puisque la mort, on la rencontre beaucoup quand on est gendarme. On la rencontre dans les recherches de personnes, dans les disparitions, les découvertes de cadavres, les annonces de décès aussi. Ça fait partie des choses que j'ai voulu évoquer. C'est un sujet tabou, un peu tabou dans le milieu de la gendarmerie, d'évoquer justement cet aspect-là du métier? C'est pas vraiment un sujet tabou chez nous, parce qu'on en parle beaucoup entre nous. Mais je pense que c'est un sujet qui est peu évoqué et surtout méconnu du grand public. Parce que quand j'ai commencé à parler de ce projet de livre, les réactions autour de moi, c'était « Ah oui, forcément, les scènes violentes, ça doit être dur à voir, etc. » Et en fait, paradoxalement, mon expérience et ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que ce qui marque le plus, la plus grosse charge émotionnelle pour nous, ça n'est pas forcément, et c'est même souvent pas le cas, des scènes où il y a des choses pas belles à voir, mais plutôt la douleur des proches quand on leur annonce un décès, ou des situations qui provoquent une révolte intérieure, ou avec laquelle on va s'identifier. J'ai souvenir par exemple de l'affaire d'une découverte d'une jeune enfant noyée au lac de la Mirande à Alvar. Évidemment, quand on est face au décès d'une fillette, quand on rencontre la famille, les parents qui sont aux côtés du corps de leur enfant qui vient de mourir dans le lac, voilà, ce sont des choses qui ne laissent pas indifférent. Ouais, on imagine évidemment ce genre de cas de figure. La gendarmerie fait partie de l'armée, on la surnomme la Grande Muette. L'armée, est-ce que pour écrire un livre comme ça, il faut demander des autorisations? Vous êtes encore un gendarme aujourd'hui. Comment ça s'est passé? On vous a laissé faire ce que vous aviez envie de faire sur ce livre? Alors, en tant que militaire, évidemment, et puis même comme tous les agents de l'État, on est soumis à un devoir de réserve. Mais quand j'ai parlé de ce livre à ma hiérarchie, l'idée a été accueillie très favorablement. J'ai même obtenu la préface du directeur général de la gendarmerie. Et évidemment, du coup, son cabinet a lu le livre, mais on ne m'a rien demandé de changer. On m'a laissé vraiment dans ma liberté de ton et de récit. Bon, évidemment, j'ai fait attention à ne pas compromettre le secret de l'enquête et bien entendu de rester dans mon devoir de réserve. Mais je suis
assez transparent et je pense, assez au fond des choses sur ce que je raconte. Ouais, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que je me demandais si... Et non, ça a été très bien accueilli. Tant mieux. Il est même préfacé, je crois, par le directeur général de la gendarmerie, Christian Rodriguez. Alors, c'est pas un livre autobiographique, mais ça reprend quand même des parties de votre vie, et notamment ce que vous avez vécu ici en Isère pendant plusieurs années. Vous n'étiez pas forcément destiné à faire ce métier de gendarme à l'origine. Vous étiez parti sur des études d'ingénieur, en lien d'ailleurs avec la musique. Effectivement, j'ai voulu faire des études d'ingénieur et je me destinais plutôt à travailler dans le domaine de l'acoustique et du son. J'ai fait un stage en acoustique automobile chez Renault quand j'étais en école d'ingénieur. Mais il se trouve que j'ai intégré l'école polytechnique après mes classes préparatoires et que donc c'est une école militaire. Et j'ai fait un service national, un stage de formation humaine, c'est comme ça que ça s'appelle, en gendarmerie. J'ai découvert ce métier et puis au fur et à mesure de mes stages, et notamment ce qu'on appelle les stages ouvriers ou les stages de contact humain où j'ai fait un chantier de développement en Inde, je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir un métier qui ait vraiment du sens au service des autres, et puis aussi un métier opérationnel avec une dimension humaine et managériale forte, et tout ça je l'ai trouvé en gendarmerie. Alors vous l'avez dit, la mort est très présente dans ce métier de gendarme à différents niveaux. Je crois que vous avez été confronté d'ailleurs à votre premier cadavre. Dès votre premier stage, vous n'étiez pas encore forcément officiellement gendarme, et vous étiez déjà dans une salle d'autopsie. C'est au cours de cette année de formation où j'avais 21 ans et je me souviens très bien, je pense qu'on se souvient tous de son premier cadavre. J'étais en stage à la section de recherche de Versailles et il s'agissait d'une enquête criminelle et au moment où on ressort la voiture qui était recherchée depuis 3 mois parce qu'on recherchait une femme disparue, elle est ressortie par les plongeurs de la Seine. Et au moment où on ouvre le coffre, j'étais là et la femme qu'on cherchait était dedans. Donc on comprend tout de suite qu'il s'agit évidemment d'un homicide et pas d'un accident. Et le commandant de la section de recherche, qui d'ailleurs a commandé le groupement de gendarmerie d'Isère, Simon-Pierre Baradel, me regarde et me dit évidemment, mon lieutenant, vous irez à l'autopsie. Donc le lendemain, j'étais à l'autopsie. Alors, une autopsie à 21 ans d'un cadavre noyé, c'est pas trop choquant? Justement, c'est là le paradoxe, c'est que j'appréhendais, je m'attendais à ce que ça puisse me marquer. Et évidemment, je me souviens très bien de ce que j'ai vu. Je me souviens très bien que l'odeur était très incommodante, que je me souviens aussi des gestes du médecin légiste qui travaillait avec beaucoup de respect. J'en ai vu d'autres après, ils travaillent toujours avec beaucoup de respect pour le corps. Ils font très attention à remettre tout ce qu'ils peuvent de façon la plus proche possible de l'intégrité du cadavre initialement. Et ma conclusion, avec maintenant 20 ans de recul sur cette autopsie, c'est que finalement, j'ai jamais eu de flash, ça m'a jamais fait souffrir. Là où des annonces de décès, je me souviens d'une femme qui a hurlé au moment où j'ai prononcé le mot décédé, quand je dénonçais le décès de son mari. Ça m'a marqué beaucoup plus. Et émotionnellement, c'est beaucoup plus fort. Alors, parmi les épisodes que vous avez vécus en Isère, vous revenez sur certains, et notamment sur un accident de chasse qui a beaucoup fait parler à l'époque. C'était en octobre 2015, dans le massif de Beldon. Samuel, un étudiant de 20 ans qui partait randonner avec un de ses copains, a été tué d'une balle dans le thorax, dans un des endroits les plus fréquentés du massif de Beldon, au-dessus de Frédière, pour ceux qui connaissent le site. Ça, c'était un événement très médiatique, très inédit, j'imagine, dans une carrière de gendarme. Alors, des homicides involontaires, malheureusement, on en rencontre souvent. Mais effectivement, dans le livre, il y a un homicide volontaire et un homicide involontaire. Donc, il y a un assassinat et un homicide par accident. Et en fait, il y a eu une pression médiatique beaucoup plus forte sur cet accident parce que c'était un accident de chasse, parce que c'était un randonneur qui ne connaissait pas le chasseur, évidemment, qui n'avait aucun lien avec la victime. Et quand on voit cette scène, on s'attend très très vite à avoir des appels des médias, et ça n'a pas manqué. On avait l'agence France Presse et les médias nationaux qui ont relayé l'affaire. On voit quelques images de France 3 de l'époque. Vous étiez un des premiers sur la scène. Tout à fait. Moi, je suis arrivé sur les lieux moins d'une heure après le décès de ce jeune homme. Enfin, en fait, au moment où je suis averti, d'ailleurs, je me vois sur les images, au moment où je suis averti, on ne sait pas encore qu'il est décédé. Et ce qui est très frappant,
pour les intervenants, c'est que souvent les cadavres qu'on rencontre dans les morts violentes sont pas beaux à voir. Et ils ont été abîmés par le décès. Et là, Samuel, il a reçu la balle dans le thorax, il est mort sur le coup. Et il ne s'est pas abîmé le visage en tombant. Et du coup, il avait une apparence encore très humaine. Et voilà, croiser le regard d'un jeune homme de 20 ans qui vient de mourir, il y a forcément un sentiment d'une situation révoltante qu'on voit. Et puis, l'impression qu'il est encore vivant, c'est quelque chose d'assez fort émotionnellement aussi. Alors la version du chasseur dans cette affaire, c'était que sa balle avait ricoché, que c'était presque le hasard qu'elle finisse dans le corps de Samuel. Il n'y avait pas vraiment de témoins, peu d'indices à exploiter. Comment on fait pour mener une enquête dans des circonstances comme celle-là ? Alors, ce qui nous sauve un peu quand on intervient sur ces enquêtes, d'ailleurs c'est un peu la même chose pour les pompiers qui essaient de sauver la personne, massage cardiaque, etc., c'est qu'on est dans l'action. Et là, notre action, nous, c'était de prouver les circonstances de l'accident. Et en fait, on a fait des relevés. On a cherché la douille et on a trouvé la douille. C'était vraiment l'aiguille dans une botte de foin dans la forêt à côté du chemin. La douille liée au départ du coup de feu, qui nous a permis de situer le départ du coup de feu. Et on a fait un relevé d'altitude, des relevés topographiques. On avait les techniciens d'investigation criminelle qui étaient là avec nous, ce qui nous a permis de localiser précisément le tireur et de montrer la trajectoire et la cinétique de la balle et de montrer que le tir était manifestement un tir direct et en tout cas que c'était pas un tir fichant, puisque quand on tire vers la chasse, enfin en action de chasse, on doit toujours tirer vers le sol et quand on sait qu'il y a un chemin, évidemment on n'a pas le droit de tirer après. Vous avez donc prouvé qu'il y avait une faute du chasseur. Le procès d'ailleurs de l'accident a eu lieu en 2019. Je ne sais pas si on vous sollicite pour les procès également, quand vous avez comme ça mené une enquête. Alors on peut solliciter plutôt le directeur d'enquête. Moi j'étais directeur des opérations, donc je n'étais pas directeur d'enquête. C'est surtout sur les affaires qui passent en cour d'assises. Là on est sur un homicide involontaire, donc c'est de l'ordre du tribunal correctionnel, du tribunal judiciaire. Non, je n'ai pas été sollicité par la justice et je ne crois pas que les enquêteurs l'aient été. En revanche, j'ai suivi par les médias donc le résultat de ce procès et la condamnation du chasseur. Ouais, Georges Vianello, qui a été condamné à 1 an de prison, ça ne paraît pas beaucoup quand on tue comme ça un jeune étudiant en ne respectant pas les règles de sécurité, puisque là, c'était établi. Oui, alors je crois que c'est un peu plus en fait. Parce qu'il y a 1 an ferme et 2 ans avec sursis. Il y a 1 an ferme et 2 ans avec sursis. Donc mais ce qui pour un homicide involontaire, de toute façon, on ne peut pas être condamné à 10 ans de prison. C'est la loi qui est comme ça. Donc nous, notre job dans ces moments-là, quand on est enquêteur, c'est de faire en sorte que le procès puisse avoir lieu et que la condamnation puisse avoir lieu. Le quantum de peine, c'est vraiment le travail des magistrats. Et c'est aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur de procédure. Parce que s'il y avait une erreur de procédure, évidemment, on s'en voudrait. Mais là, nous, on a vraiment fait notre boulot et je crois qu'on a fait notre travail jusqu'au bout. Et la justice a pu faire son travail et c'était important pour tout le monde, pour la famille, pour les victimes, pour la fédération de chasse aussi, qui s'était portée partie civile dans ce procès. Contre son chasseur. En Isère, la gendarmerie, pour ce type d'enquête, peut s'appuyer sur la cellule d'identification criminelle, qui est l'une des plus importantes de France à Grenoble. Oui, on a des techniciens d'identification criminelle dans chaque département et comme le groupement de l'Isère est un des plus gros, même le plus gros département de France pour la gendarmerie, on a une cellule d'identification criminelle qui est assez musclée et qui était intervenue ce jour-là donc pour faire des relevés balistiques comme ils auraient fait exactement sur un meurtre d'ailleurs. Il y a des secrets dans ces pièces-là très bien gardées qu'on ne veut pas dévoiler justement pour ne pas permettre à d'éventuels criminels de se défaire de ces techniques. Alors on ne dit pas dessus sur nos techniques d'enquête, mais on a surtout des laboratoires nationaux. On a l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui est capable de faire des expertises très, très, très poussées, ce qui nous permet notamment sur certains cold cases, donc des vieilles affaires qu'on continue à essayer de faire sortir, parfois de retrouver des éléments de preuve des années après. Et on fait de plus en plus aussi de criminalistique numérique, d'investigation dans le domaine cyber, qui sont de plus en plus importantes pour nos enquêtes.
Alors, dans le cas de l'accident de chasse de Frédéric, vous arrivez après les faits. La victime est malheureusement décédée. Vous ne pouvez plus changer le cours de l'histoire, ce qui n'est pas toujours le cas, et notamment dans les cas de disparition où vos décisions peuvent avoir des conséquences dans un sens ou dans l'autre. Alors, vous évoquez un autre drame survenu dans le massif de Beldon, pas très loin, en mars 2016, sur le domaine skiable des Seltots, avec un jeune snowboarder qui se perd en fin de journée dans le brouillard. Il est parti skier avec ses copains. Et puis, sa disparition est annoncée en fin de journée. Et c'est à vous de prendre en charge l'opération. Oui, alors ça c'est une opération évidemment, si elle est dans le livre, c'est malheureusement qu'elle se termine pas bien, mais c'est une opération de recherche de personnes comme on emmène souvent en fait. Et souvent ces recherches sur les stations de ski, quelqu'un qui a perdu son groupe, un enfant, on le retrouve 1 ou 2 heures après. Et là, ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que la personne qu'on cherche a des comportements irrationnels en fait. Et son groupe d'amis nous dit, c'est un groupe d'étudiants, ça se trouve il est reparti en stop à Lyon, il donnera des nouvelles demain, faut pas s'inquiéter, il fait ça parfois. Enfin, on comprend qu'ils sont optimistes. Et l'autre chose qui est particulière, c'est que la météo est très douce. La veille, il y a les CRS qui étaient de permanence secours en montagne qui ont sauvé un randonneur qui avait passé la nuit dans une avalanche avec juste la tête qui dépassait. Vous voyez le miracle. Et il n'était pas mort de froid parce que la météo était très douce, mais c'était hyper avalancheux. Donc c'était très dangereux. Et comme on n'avait aucun indice sur là où il pouvait être exactement autour de la station, on ne pouvait pas prendre le risque juste pour le plaisir de le chercher, juste pour l'envie de le chercher, parce que nous, on a envie d'être dans l'action, c'est notre métier, de lancer des recherches. Et malheureusement, il est retrouvé mort de froid le lendemain, après s'être déshabillé. Il avait abandonné ses vêtements et là, c'est très dur pour les équipes. C'est très dur pour les gendarmes qui ont le sentiment de ne pas avoir fait le maximum pour le sauver. Et ça aurait été plus facile à vivre pour eux s'ils avaient pris des risques à chercher au hasard pendant la nuit, vous voyez. Et donc là, mon rôle de chef, c'est d'accompagner mes équipes. Et cette affaire-là, on a fait un débriefing le jour même. Je suis monté à la station, à la fermeture de la station le dimanche, et on est allé prendre un café, boire une bière avec le directeur de la station, Jean-François Genevray, et son chef d'épice, Robert Musolesi, c'est eux qui avaient trouvé le corps. Et puis toute l'équipe, et on était tous abattus en fait. Voilà, ça fait partie aussi des choses qui sont difficiles quand on a été passif et on aurait voulu être dans l'action, ça aurait été plus facile à vivre. On est seul quand on est le patron à prendre justement la décision de démarrer des recherches ou de les arrêter quand on cherche une victime depuis plusieurs jours, ou c'est quelque chose qui se fait de façon collégiale? C'est quand même la responsabilité du chef. Donc on parle de la solitude du chef parfois. Ce jour-là, c'est vous par exemple qui avez dit on ne va pas ce soir, c'est moi qui ai dit non, on n'y va pas. Et du coup, c'est moi qui fais dire aux gars, c'était ma décision et je l'assume et vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire. Mais je me souviens aussi d'un dialogue avec mon commandant de groupement, Jean-Valéry Letterman, le dimanche, qui m'a dit écoute, t'as fait ton boulot, tu as bien fait en fait, et qui m'a soutenu aussi parce que j'avais besoin d'être soutenu et c'est très important dans ces moments-là d'être soutenu. Bon, certains gendarmes restent hantés des fois toute une carrière par une affaire qu'ils n'ont pas pu résoudre ou un événement sur lequel ils n'ont pas forcément agi comme ils auraient voulu. Vous, aujourd'hui, vous avez des choses comme ça qui pèsent dans votre carrière, ou vous arrivez à évacuer toutes ces affaires? Non, je dirais pas ça. D'ailleurs, je précise que vraiment, ce livre n'est pas une thérapie. C'est vraiment l'idée d'un témoignage. Ce qui est certain, c'est que comme on vit de manière répétée des choses qui ne sont pas faciles, il peut y avoir un trop-plein à un moment donné. Et donc, il faut apprendre, en tant que gendarme et être humain, à gérer ça, gérer cette charge émotionnelle qu'on reçoit. Je parle souvent du paradoxe de l'empathie. Quand on annonce un décès, il faut être dans l'empathie, c'est ce qu'on nous demande pour accueillir la souffrance des proches à qui on annonce une mauvaise nouvelle. Mais cette souffrance, cette charge émotionnelle qu'on reçoit, il faut aussi la faire sortir. Donc débriefer avec son binôme, débriefer en équipe. Et puis si on a besoin, un soutien psychologique est toujours possible. On a un dispositif d'assistance psychologique pour nos gendarmes. Sur les grosses affaires, d'ailleurs il y a une affaire que j'évoque dans un chapitre du livre qui n'est pas en Isère, mais j'avais mis en place un soutien organisé, institutionnel pour toute une équipe. Et ça, c'est important de savoir y avoir recours et puis pas avoir honte entre nous de parler de nos émotions. On vous forme à annoncer le décès à des proches, à une famille? Vous êtes formé pour ça, ou chacun fait un peu comme il peut? Alors honnêtement, quand j'étais en école de gendarmerie, c'était un peu minimaliste, mais on est en train de muscler ça
parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec les autres ministères concernés. Et d'ailleurs, il y a une circulaire interministérielle qui est sortie récemment et qui précise que maintenant, une annonce de décès dans un cadre judiciaire, c'est obligatoirement un professionnel formé. C'est plus les élus qui y vont. Certains ont l'expérience et d'autres pas. Et donc, nous, on s'est beaucoup auto-formé avec l'expérience et maintenant, on met en place des modules de formation pour faire les choses de la façon la plus délicate possible, même si en fait chaque situation est différente. Et donc il faut beaucoup d'intelligence de situation. Puisque vous avez dirigé la brigade, la compagnie de Mélan, la gendarmerie de Mélan a été victime d'un incendie en 2017. Ça aussi, ça faisait partie des événements assez surprenants qu'on a pu vivre sur l'agglomération grenobloise. Vous n'étiez pas encore en poste à cette époque-là. Malgré tous les moyens mis en œuvre, on n'a jamais su élucider cette affaire. En fait, j'étais plus en poste, donc je n'ai pas connu cette affaire. Je connaissais évidemment bien les gendarmes qui étaient là quand ça s'est produit. Donc j'ai suivi de loin cette histoire, hein, et qui a été évidemment douloureuse pour les gendarmes et qui à ce jour reste a priori non élucidée. La mort, elle peut aussi être donnée parfois par les gendarmes. Ça fait partie de vos éventualités, de vos missions, de faire usage de votre arme de service quand la situation l'oblige. Ça vous est déjà arrivé, vous, Rémi, d'être obligé de sortir une arme et de tirer? Alors de sortir une arme, oui, bien sûr. De menacer quelqu'un, même avec mon arme, ça m'est arrivé. De tirer, jamais. J'imagine que c'est quelque chose qu'on redoute quand on est dans ce métier. Alors, je pense que c'est quelque chose, justement, c'est quelque chose auquel on se prépare techniquement. On est vraiment dans la technicité. Ça fait partie de notre instruction, notre entraînement. On va au stand de tir régulièrement. Notre arme, elle fait partie de notre uniforme. C'est quelque chose, c'est un objet qui est très familier pour nous. Moi, je redoute plus de devoir annoncer le décès d'un gendarme à sa famille que d'avoir à faire usage de mon arme. Parce que je suis très bien formé à l'usage de mon arme et je pense que je le ferai vraiment en extrême nécessité. On parle d'absolue nécessité et on s'entraîne pour ça. Mais évidemment, si on doit faire usage de son arme et qu'on occasionne un décès, on aura besoin d'un soutien derrière. Vous faites quoi aujourd'hui? Vous êtes toujours dans la gendarmerie? Alors aujourd'hui, je suis toujours dans la gendarmerie. Je m'occupe du management de l'innovation de la gendarmerie. Et entre autres, j'accompagne la valorisation de nos innovations dans le domaine de l'ADN. On dépose des brevets. Le lab ADN mobile qui est parti en Ukraine et dont la France a fait don de 2 exemplaires à l'Ukraine. C'est un brevet gendarmerie. Et donc ça fait partie des innovations que j'accompagne. Bon, le terrain vous manque pas trop? Alors, je vais certainement retourner sur le terrain assez rapidement, donc je ne suis pas inquiet pour ça. Le livre, en tout cas, s'appelle « Face à la mort ». Notamment, je le conseille aux habitants de notre région, puisque la moitié du livre, au moins, se passe ici en Isère et évoque des affaires qui, forcément, parlent à ceux qui suivent l'actualité ces dernières années. Et un truc important pour moi, c'est que les droits d'auteur vont à l'association CBio Solidarité Secours en Montagne, qui a été créée il y a une dizaine d'années suite au décès d'un instructeur, un gendarme instructeur de montagne à Chamonix, qui avait été mon instructeur avant que je vienne à la compagnie. Et c'est ses camarades qui ont voulu créer cette caisse de solidarité pour les gendarmes de montagne, et c'est une association qui fait de très belles choses chez nous. Voilà, donc c'est aussi pour eux que j'ai écrit ce livre. Il s'appelait Sébastien Thomas, il est mort dans une crevasse, je crois, dans le massif du Mont Blanc. Et le PGHM fait partie de la gendarmerie, c'est les secouristes de montagne qu'on sollicite régulièrement dans nos massifs. C'est une section un peu particulière, mais des gendarmes. Et ils sont effectivement souvent sur les terrains dramatiques. Est-ce que vous aimez la musique, Rémi? Vous allez me dire oui, puisque vous avez hésité entre gendarme et musicien, si j'ai bien compris. Gendarme ou ingénieur du son ou acousticien. Donc oui, j'aime la musique, j'en joue toujours. J'ai eu un magnifique piano pour mon anniversaire l'année dernière. Donc oui, j'aime la musique. C'est quoi le style chez vous? Un peu de tout. Là, je travaille du Gershwin. D'accord. Bon, là, on est sur le classique. On va poursuivre dans un registre un peu plus pop, chanson française, vous allez voir. Avec Yael Mendel et Eric Francavilla. Oui, classique, on en parlera peut-être, mais vous êtes dans un style plus classique pour ceux qui aiment la chanson française et la pop. Vous formez un duo à la scène comme dans la vie, hein, Eric. C'est ça.
Oui, c'est ça. C'est la musique qui vous a réunis oui, tous les deux, ouais, complètement. forcément. Vous étiez chacun dans vos parcours musicaux et puis un jour la rencontre s'est faite. Déjà, mon parcours, il a démarré un peu avant elle, hein, parce qu'il y a une petite différence d'âge. Moi, je commençais déjà à me produire sur des scènes et toi, tu étais J'étais peut-être petite. même pas encore là. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Oui, c'est la musique qui nous a réunis et unis. Bon, c'est facile de bosser avec son conjoint, Yael? Il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. C'est pas si simple. Ouais, j'imagine. Non, c'est magique et en même temps, c'est pas facile. Bon, alors vous avez commencé votre carrière après celle d'Éric, mais vous avez commencé quand même très tôt à chanter, hein, vers 14-15 ans. Vous avez fait vos premières scènes dans la région Ouais. grenobloise. C'est ça, oui. Alors après, c'était très ponctuel. Hein. À l'adolescence, j'ai rencontré le père d'une de mes meilleures amies qui était prof de guitare, qui s'appelle Roger Buxec. S'il m'écoute, tu fais un petit coucou. Prof de guitare réputé sur Grenoble, et il faisait des scènes à la table ronde chaque année avec ses élèves, et il faisait déjà de la composition, tout ça. Donc j'étais sa chanteuse. C'est lui qui m'a initiée à la scène à 14-15 ans, mais c'était 3 fois par an. Puis après, moi j'étais à fond dans les études. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans un dîner-spectacle de la région Rhône-Alpes. Et puis, on m'a embauchée pendant 3 ans, tous les week-ends. Donc, c'est là vraiment, j'ai été jetée dans le grand bain. Et vous avez un peu changé de voix. Les études, non, c'est même devenu- pas. Non, c'est resté. Non, même pas. Non, c'était les études de la semaine, la chanson le week-end. Non, chez moi, les études, ça rigole pas. Hein. Fallait faire des études. Ah, bah souvent les parents, entre les études et la musique, le choix est vite fait. C'est tard, c'est en 2011 que j'ai vraiment tout plaqué, là, et que je me suis dit, bon, faut faire un choix. Là, je travaillais déjà, j'étais dans le marketing, et il fallait faire un choix, genre, je n'en pouvais plus d'avoir une double vie. Et j'ai commencé vraiment à être intermittente du spectacle en 2011. Et à vivre de la musique. Alors, Éric, vous aussi, vous êtes musicien précoce, Oui. avec la guitare pratiquement sur votre table de chevet. Ah, mais c'est pire que ça, c'était dans mon berceau. Ah oui, carrément. Oui, parce que mon père étant musicien professionnel lui-même, je m'en souviens pas parce que j'étais trop jeune, mais on me dit que quand j'étais tout petit, je dormais la tête sur l'ampli de guitare de mon père. Éteint Et- quand même l'ampli. Hein. Non, il jouait. Ah, il jouait, Et moi, ok, je dormais la tête. Non. Sommeil bien lourd alors. C'est ce que dit peut-être une légende. J'en sais rien. Non, mais en fait, voilà. Et puis moi, j'ai eu l'exemple de ma première idole, mon père. Je le voyais jouer de la guitare devant les gens, faire en sorte que les gens chantent, s'amusent. Et j'ai dit, c'est ce que je veux faire depuis tout gamin. J'avais ça en moi. Et donc, j'ai fait mon premier bal à 11 ans. Je me souviens que j'avais pas le permis, donc au niveau de la gendarmerie, je risquais rien, mais je me souviens que j'avais bu quelques verres d'alcool pour me donner, voire pas quelques verres, peut-être un seul, j'avais que 11 ans, pour me donner un peu de force. Et j'ai eu l'impression ce jour-là que j'étais Jimi Hendrix, sauf que ça a été enregistré sur des cassettes à l'époque. Et quand je me suis rencontré, je me suis dit non, plus jamais, faut pas abuser de produits comme ça avant de monter sur scène, c'était tout pourri. Mais n'empêche que mon premier bal, je le fais à l'âge de 11 ans. Et en 87, je reçois pour la première fois de ma vie un bulletin de salaire sur lequel il est inscrit musicien. Et là, je démarre ma carrière à 20 ans de musicien professionnel. Donc, voilà, c'est mon métier. Et vous l'êtes toujours musicien Oui. professionnel. Vous avez bourlingué, comme on dit, dans différents groupes. Oui. Vous avez joué sur beaucoup de scènes. Vous avez même partagé parfois la scène avec des grandes vedettes. Oui, j'ai eu la chance. En 2000, j'avais un groupe qui s'appelait Nunzia et nous étions signés chez BMG, qui plus tard va fusionner et devenir Sony BMG. Et donc, on sort un premier album avec un vieux complice qui s'appelle Maurice Trani et une chanteuse à qui je veux absolument rendre hommage, qui est décédée maintenant, Fabienne Champé. Et qui... donc, on avait ce contrat avec cette maison de disque, notre premier album sort, et il s'avère que dans la même maison de disque, il y a un certain Patrick Bruel qui entend notre musique, qui va nous demander d'ouvrir pour lui pendant sa tournée en 2000. Et il y a pendant cette tournée des gens qui viennent voir les autres stars, notamment la production de Johnny Hallyday. Et quand ils nous voient sur scène, vont nous proposer quelques mois plus tard d'ouvrir à l'Olympia pour Johnny Hallyday. Donc j'ai eu la chance de faire la première partie de Bruel, la première partie de Johnny, et quelques années plus tard de carrément jouer avec Patrick Bruel. On m'a donné, je sais plus, je dirais terre de nom, mais on m'a donné une petite photo. Alors elle date, hein, cette photo.
une vingtaine d'années, mais vous avec... Ah non, celle-là, elle est un peu plus récente. un peu plus récente. Un peu plus récente. Celle-là, c'était il y a 6 ans, 5-6 ans. Un peu plus, Non, ouais, c'est 7-8 7 ans. ans. Ouais, 7-8 ans. Voilà, avec Patrick Bruel. Vous aviez l'âge, Yael, à cette époque-là, quand Bruel était une grande star, d'être une des fans du chanteur, c'était le cas? Bah oui, c'est exactement ça. Moi, C'est vous qui j'ai criez commencé... Patrick Ah ouais, comme ouais. les autres? À 8 ans, moi, c'est les premières chansons que j'ai appris par cœur. C'était Bruel, mon premier idole. Ben voilà, maintenant vous êtes avec l'un des musiciens qui jouait avec Patrick Bruel. C'est encore cette chance que tu as. Oui, mais tous les jours, je m'en rends compte. Bon, en tout cas, votre mariage musical fonctionne donc depuis une bonne dizaine d'années. Et on peut dire que vous êtes en harmonie tous les deux. Je te déteste. Je savais depuis le début, je savais très bien, depuis le début, je savais que ça allait arriver. Je savais très bien, mais ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Mais dis-moi, réponds-moi. Bon, Eric, ce qu'on peut dire, c'est que vous savez parler aux femmes. Là, j'ai carrément rien dit. Hein. J'ai rien dit. J'avais oublié cette séquence. Bon, faut peut-être expliquer quand même. C'est juste l'intro d'un de nos clips. Faut dire moi, qu'on j'ai est cru des que grands c'était une scène de comédiens. la vie quotidienne. Non, c'est l'intro d'un de nos clips. Voilà, c'est de la comédie. Moi, c'est la comédie. ça fait partie de mes rêves. En fait, j'aurais pu, en fonction de mes rencontres et du hasard de la vie, j'aurais pu autant être actrice. Ça m'aurait fascinée, actrice, comédienne. Je suis tombée dans la musique, mais c'est vrai que ça fait partie de mes passions. Jouer la Peut-être pas comédie. trop tard. Tu crois non. alors je m'éclate dans les clips, voilà. Bon, le clip, effectivement, ça s'appelle Que ça passe. Alors, on va pas regarder juste l'intro. Je vous propose un petit extrait pour justement découvrir votre univers musical. Merci. Je n'ai pas su mouiller l'encre lorsque ma vie faisait naufrage. Mes yeux ont fait couler l'encre de l'illusion sur mon visage. Je voudrais faire tant de choses, changer en or tout ce qui brille. Me battre et plaider ma cause, mais je n'égare jamais gaspille. Car tout passe là, et un jour l'amour se casse. Tout passe là, j'habille mon cœur de glace. Si tu m'aimes, je dois t'éviter le pire. Te prévenir qu'un jour il faudra guérir pour que ça passe. Je prie pour que t'effaces mon reflet dans la glace. J'aimerais tant y voir une autre à ma place. Voilà, composition, chanson originale. Hein, Oui, complètement. Oui. Vous créez à deux, comment ça se passe S'il n'y a pas de règle, c'est aléatoire. C'est celle-ci, je crois que c'est moi qui l'ai Quand on a écrite. démarré notre projet, vraiment en 2014, donc le tout premier EP, c'était vraiment principalement Eric qui a composé depuis toujours. Il a n'osait toujours pas le dire. composé. Non, Il mais galante. c'est pas- il c'est- est humble. Il envoie des verres de Moi, d'eau je dans la l'ai dit. figure, mais il est Non, galant. c'est quand pas même, ça. au fond. C'est que, en fait, c'est vrai que je pense que Yael avait beaucoup de choses à dire, mais c'était peut-être pas, ou j'allais dire assumer, mais non, en fait, elle osait peut-être pas encore. Oui, Et jamais puis, vraiment, étant donné que moi j'avais une certaine expérience, j'espère que c'est pas ça, mais peut-être qu'elle était un peu impressionnée de proposer ses idées. Donc voilà. Oui, depuis toujours, il a toujours écrit. J'ai toujours vu un peu ses textes et tout ça. C'est vrai que moi, j'ai toujours admiré sa plume aussi. Il sait vraiment, pour moi, écrire des textes. Donc peut-être que oui, j'osais pas. Et puis petit à petit, Je m'y suis elle mis a à petit à commencé, et maintenant c'est une vraie collaboration. Et d'ailleurs, elle a édité il n'y a pas très longtemps un titre sur lequel je n'ai rien fait. Oui, Elle 40 ans, le tout titre dernier. s'appelle 40 ans. J'étais absent, voilà, j'étais en train de donner un concert avec d'autres artistes. Et quand je suis rentré, elle m'a dit voilà, j'ai fait ça. Eh ben, J'ai- on va écouter le résultat, justement. bah, que c'est bien fait. Mais que c'est bien fait. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime, ouvrir mes tripes sur scène. Je me prends en pleine gueule un amour si grand, un amour bouleversant, un amour des gens qui me connaissent un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Si vous saviez comme j'ai besoin de vous, merci les gens. Aujourd'hui j'ai 40 ans, je ramasse encore les bris de glace, des amitiés qui cassent. J'ai arrêté de courir les amours impossibles, les amours indicibles. J'ai arrêté de croire aux amours invincibles. J'essaie juste de construire un amour sincère.
Ah, vous l'avez écrit pour vos 40 ans, cette chanson, Yael. Oui, c'était pas du tout prévu dans notre programme de composition. C'était Oui, il avait écrit là le jour de vos 40 ans. Non, mais cette chanson, c'est une espèce de parenthèse. Oui, parce que c'est beaucoup moins rock que ce que vous oui, puis faites. il est pas sur l'album Résilience. C'est vraiment Un ovni. Qui sera peut-être sur un futur album qui n'existe pas encore. C'est arrivé parce que j'ai eu 40 ans le 13 octobre. Ça m'a fait un petit choc dans mon cerveau. Donc voilà, fallait que je laisse une trace. C'est venu comme ça. Bon, il y en a d'autres chansons sur cet album, 14 titres. Résilience, pourquoi ce mot? Vous aviez des choses à oublier, des Résilience, drames à évacuer? Je suis, oui, je pense, je dirais comme tout être humain. Mais résilience, c'est un mot qui résonne beaucoup depuis de nombreuses années. Pour moi, vis-à-vis de plein de choses que j'ai vécues, mais je pense que vraiment tout le monde vit des drames à plus ou moins, plus ou moins forte, grande échelle. Et c'est la résilience, ouais, pour moi, c'est le chemin de la vie, tout simplement. On aspire tous au bonheur, et pour trouver le bonheur, c'est un chemin. Pour moi, ce chemin, il s'appelle résilience. Comment accepter ces drames pour y survivre et pour En fait, si je pour peux me vivre. permettre de te couper 2 secondes, c'est qu'en fait, c'est vrai que c'est un terme qui est devenu franchement à la mode. Résilience, depuis quelque temps, c'est un mot qui est voilà, résilience. Moi, je peux témoigner d'un truc, c'est que Yael, ça fait très longtemps qu'elle est là-dessus, qu'elle emploie ce mot, et ça fait longtemps qu'elle m'a dit si un jour on sort un album, je veux qu'il s'appelle comme ça. Et après, bon, on n'est pas forcé de me Moi, croire, mais c'est une vérité. Je suis Yael, une grande elle est- fan d'un neuropsy qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui est précurseur de la résilience en France, en tout cas. Et c'est vrai que je suis beaucoup... il m'a apporté beaucoup, cet homme-là. J'incite les gens à écouter tout ce qu'il peut dire. Alors, vous l'avez déjà présenté sur scène, cet album, puisqu'il est sorti il y a quelques mois. La suite du projet, Eric, comment vous voyez les choses? Vous qui avez près de 40 ans de métier. Ah, alors la suite dans ce domaine qui est le domaine de la création, c'est une suite qui va de toute façon être compliquée parce que c'est jamais très simple d'arriver à avancer, et j'ai envie de dire, puisque j'ai 40 ans de métier, mais en fait c'est pas autant, mais j'ai pas mal d'années d'expérience. 87, 2023, ouais, on n'est pas loin, 36. Vous arrêtez de me vieillir. s'il vous Ah plaît. bah, c'est vous qui avez donné les chiffres. Hein. Non, en fait, je crois que c'est beaucoup plus dur maintenant qu'avant parce qu'il y a justement un espèce d'encombrement, d'embouteillage. Et d'un autre côté, le côté paradoxal, c'est que maintenant, on a des moyens de se faire entendre, connaître, se faire voir plus facilement qu'avant, grâce aux réseaux sociaux et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a émergence de beaucoup d'artistes, et en même temps, qui peuvent se promouvoir de façon un peu plus, en apparence, aisée. Sauf que, en fait, tout ça, c'est pas simple maintenant de se créer un chemin dans tout ça. Alors nous, ce qu'on vise et ce qu'on est en train de mettre sur pied, ce sont évidemment des concerts, parce que c'est par la scène que les choses peuvent se faire. En tout cas, c'est comme ça qu'on a envie de les voir. On a des projets de scène qui sont plutôt pas mal. Notamment, on devrait partager la scène avec les 3 cafés gourmands. Ah oui. Donc Au mois de juin. Au mois de juin. Ouais. Donc voilà, ça c'est acté. Des festivals qui sont pour parler, des choses comme ça. Voilà. Donc nous, on a envie. Ça fait très longtemps en fait qu'on vit de la musique. Et ce qu'on aimerait, c'est vivre de notre musique. C'est pas tout à fait la même chose. À un mot près, eh bien, Ça change beaucoup de choses. Ça change la donne, ouais. Bon, en tout cas, on souhaite une longue vie et une belle réussite à cet album, Résilience. Et puis vous le disiez, Eric, vous vivez de la musique depuis longtemps. Est-ce que vous avez d'autres groupes, et notamment dans différents formats de shows, où on peut vous solliciter ou vous voir sur différentes occasions? Hein. Les autres groupes, ça reste nos projets. Oui, ça c'est notre groupe qui s'appelle Even Live Band. Donc là, c'est clairement un groupe de reprise, Cover, un live comme on band, voilà.
On fait plein de choses avec, de gros spectacles, sur de grosses scènes, avec plusieurs musiciens, plusieurs chanteurs-chanteuses, des danseuses. Où on prend beaucoup de plaisir et je pense que le public aussi, on le voit. notamment, on a donné récemment notre show en hommage à Johnny qui s'appelle Retiens la vie à Voiron. La salle était comble, c'était magnifique. Et c'est marrant parce que peu de temps avant, dans la même salle, 3 semaines avant, on avait déjà donné notre tribut de Goldman parce qu'on a plusieurs shows et que d'ici peu, ça sera de nouveau le tribut de Goldman à Saint-Égrève, au local. Oh. Mais c'est complet. Ah bon, alors il faudra attendre la prochaine date si on veut vous découvrir. 1er avril, Retiens la vie, notre show en hommage à Johnny à Saint-Georges-de-Comiers. Oui. C'est ça? Et ben voilà, et puis on peut retrouver toutes les vidéos, les clips, etc. sur la chaîne YouTube de Yael Mendel, puisque c'est elle qui porte le nom du groupe. Résilience, l'album. Face à la mort, ça c'est le livre de Rémi Nollet. Merci d'être venu nous voir. On n'a pas le temps pour les bons plans, mais on a le temps quand même pour un petit live, puisque vous êtes venus avec vos instruments. On va se quitter avec une des chansons de cet album. Je ne sais pas si elle est dessus, non, c'est Résilience, pardon, Indécise. Oui, Indécise. J'ai le droit d'une petite parenthèse très rapide. Juste un truc très important aujourd'hui pour nous, les artistes. Si de temps en temps, vous pouvez mettre un petit pouce levé sur nos pages Facebook, comme ça marche comme ça. C'est rien du tout pour la plupart des gens. Pour nous, c'est juste énorme. Voilà, d'être suivi un petit peu. Eh ben là, moi je lève le pouce et je vous laisse le mot de la fin pour finir cette émission. Ça fait 2 heures que je suis plantée là, au milieu des merveilles chez Prada. J'hésite entre le cuir noir et le rouge, faut que je bouge avant de m'attirer des problèmes. Ma carte est limitée H&M. Et c'est trop tard, j'ai déjà tapé le code. Aïe, putain de solde. Je suis indécise. Je joue l'insoumise à des idées qui se bousculent dans ma tête. Je suis indécise. Je joue l'insoumise. Sortie resto, encore une galère. Il faut trancher fromage ou dessert. Tous mes copains vénères qui m'attendent, c'est relou, mais je m'en fous. Demain matin, rencard chez le coiffeur pour faire des mèches ou peut-être une couleur. Et je prendrai tout mon temps. Je suis indécise. Je joue l'insoumise à des idées qui se bousculent dans ma tête. Je suis indécise. Je joue l'insoumise. Quand dans la vie tu ne sais pas si celui-ci ou celui-là sera le bon choix pour toi. Quand dans la vie tu ne peux pas t'empêcher de picorer dans le plat de ton voisin parce que finalement c'est tellement meilleur que le tien. Tu coupes tes cheveux et puis après ils sont trop courts, pas assez lisses, bientôt raides et sans volume. Tu crois que tu joues ta vie à chaque fois que tu choisis, c'est une bien belle galère. Pour les autres, le kiff c'est d'avoir l'embarras du choix, mais pour toi le choix c'est l'embarras. Vivre c'est choisir et choisir c'est renoncer. Renoncer c'est être frustré c'est pas pour nous, les princesses ou les gamines qui ne veulent pas grandir. Moi je veux tout avoir, je ne veux pas choisir, je ne veux pas grandir, je ne veux pas mûrir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir. Je suis indécise. Je joue l'insoumise à des idées qui se bousculent dans ma tête. Je suis indécise. Je joue l'insoumise à des idées qui se bousculent dans ma tête. Ah,
Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.